Aujourd'hui, des marches pour la liberté ont eu lieu dans le monde entier contre la traite des êtres humains. C'est aussi le 18 octobre, la journée européenne contre la traite des êtres humains. Alors, le cas de la traite le plus répandu dans le monde occidental, c'est le trafic sexuel. Et c'est souvent sur la prostitution que se focalise la lutte contre la traite. Alors, qu'est-ce que la traite du point de vue juridique ? Est-ce que la prostitution est une forme de traite qu'il faudrait ou qu'on pourrait légaliser, comme en Allemagne ? Qu'en est-il des autres formes de marchandisation du corps, comme la pornographie ? Nous en discutons dans cette émission avec Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ. Alors Nicolas, quand on entend le mot traite, on pense tout de suite à esclavage. Est-ce que la définition en droit du mot traite est plus large que cela ? Alors oui, en effet, on pense spontanément à l'esclavage, on pense à la traite négrière, au commerce triangulaire. Mais effectivement, aujourd'hui, en droit, la définition est beaucoup plus large. En droit international, la traite a été définie dans un traité de 2000 qui a été signé par les États sous l'égide des Nations Unies. Et il y a aussi eu une convention ensuite du Conseil de l'Europe. Et la traite est aussi, depuis 2003, une infraction pénale en droit français. Et toutes ces définitions de la traite se recoupent. Donc c'est des longues définitions, donc je vous les cite pas parce qu'elles font vraiment 15 lignes, mais on peut retenir que pour qu'il y ait traite, il faut 3 éléments. Il faut une action donc, qui peut être recruter une personne, la faire migrer, un moyen, donc dans les moyens il y en a plusieurs qui sont listés, donc il y a plusieurs formes de contraintes. Il y a aussi l'abus d'une situation de vulnérabilité d'une personne, l'abus d'autorité, l'offre de paiement. Et le troisième élément qui est peut-être le plus important, c'est la finalité de cette action et de ses moyens qui doit être l'exploitation pour qu'il y ait traite. Et donc l'exploitation, les traités donnent plusieurs exemples. Et donc il y a effectivement l'exploitation de la prostitution d'autrui dont vous parliez en introduction. Il y a aussi l'esclavage, comme vous le disiez, et le travail forcé. Voilà, il y a pas mal d'autres exemples. Donc, et en fait, le droit international réprimait déjà une partie de ces pratiques avant, mais aujourd'hui, depuis 2000, on les met toutes sous le mot traite, et elles sont interdites en tant que traite. Donc si on applique votre définition que vous venez de donner, on comprend bien que la prostitution, par exemple, d'une jeune femme qu'on fait venir d'un pays de l'Est en Europe de l'Ouest en lui faisant miroiter des choses et des autres, qu'on la fait se prostituer et qu'on l'oblige à donner donc l'argent à celui qui l'a recruté, ça c'est de la traite. Oui, c'est de la traite. Oui. Et alors, est-ce que les États qui légalisent la prostitution se mettent en contradiction avec le droit international ? La prostitution n'est donc pas forcément en fait de la traite, c'est ça ? Alors non, la prostitution en soi n'est pas de la traite, parce qu'on peut se prostituer soi-même et c'est pas considéré comme de la traite. Je dis pas que c'est bien, mais en tout cas c'est pas. Ça rentre pas dans la définition juridique. C'est ça. Et c'est pas réprimé par le droit. Le droit international n'oblige pas les États à le réprimer. Et ensuite, il y a encore une autre distinction à faire, en fait. Donc il y a de la prostitution, le proxénétisme qui est en fait tirer un profit de la prostitution d'autrui, exploiter la prostitution d'autrui. Et donc le proxénétisme et de nombreux États se sont engagés en droit international à réprimer le proxénétisme par une convention de 1950. Mais certains pays, donc comme l'Allemagne et les Pays-Bas, qui légalisent la prostitution et les maisons closes, n'ont pas signé en fait cette convention. Donc ils ne se sont pas engagés à réprimer le proxénétisme. Et donc ça nous amène à une deuxième distinction qui est entre justement traite et proxénétisme, puisqu'en fait tout proxénétisme n'est pas considéré comme de la traite. Et donc exploiter la prostitution d'autrui, c'est pas contraire au traité sur la traite. En revanche, si ce proxénétisme résulte d'une traite, il est interdit. Et donc il faut qu'il y ait l'action que je disais, donc recruter une personne, la faire migrer, ou d'autres actions qui sont prévues dans les traités, et surtout le moyen, en fait, il faut qu'il y ait contrainte. Si quelqu'un volontairement consent à se prostituer et à donner une partie de l'argent qui résulte de cette prostitution à un proxénète qui organise une maison close, en fait, c'est pas de la traite. Alors de nombreux pays se sont engagés quand même à l'interdire par la Convention de 1950, mais ce n'est pas de la traite. Et donc l'Allemagne, en légalisant la prostitution et le proxénétisme, on ne peut pas forcément dire d'emblée qu'elle viole le droit international. En revanche, il faut regarder quand même quelques signaux
quelques signaux qui nous montrent bien en fait qu'il y a de la traite de prostituées en Allemagne. Parce que quand on prend, donc en Allemagne, il y a 400 000 prostituées, hein, quand même, ça fait beaucoup. 400 000 ? Oui, 400 000, 1 million de clients et 3 500 maisons closes. Et en fait, sur les 400 000 prostituées, il y en a 95% qui viennent de l'étranger, donc ce qu'on retrouve dans aucun autre métier. Et à chaque fois qu'on voit des contrôles de police ou qu'on voit des reportages de journalistes, on se rend compte qu'elles répètent un discours qui est vraiment appris par cœur, disant qu'elles ont migré d'elles-mêmes, qu'elles ont vu d'elles-mêmes sans intermédiaire les avantages de la prostitution, qu'elles sont heureuses de ce métier. Et ce discours appris par cœur dans une langue qui n'est pas la leur est quand même un peu louche. Et en fait, des associations qui font un travail de terrain auprès de ces personnes se rendent bien compte qu'en fait, elles sont victimes de traite. Et en fait, c'est pas parce que le proxénétisme est légal en Allemagne et que tout cela est très organisé, avec de nombreuses règles maintenant, donc même le pass sanitaire. Elle respecte le pass sanitaire. Oui, voilà. C'est pas parce qu'il y a tout cet encadrement en fait qu'il n'y a pas traite. Et en fait, il y a une traite des êtres humains en Allemagne. C'est assez clair sur ce sujet. Oui. Alors on va revenir au consentement, mais je parlais justement en introduction donc de la journée européenne contre la traite des êtres humains. Une marche était organisée aujourd'hui à Strasbourg et vous êtes intervenu, donc Nicolas Bauer, vous avez expliqué que la pornographie pouvait peut-être être appréhendée en droit international par rapport à la traite des êtres humains. C'est assez peu abordé, mais d'après vous, il y a des éléments, des rapprochements à faire entre donc la pornographie et la traite. Quels sont-ils ? Alors déjà, on peut commencer par faire des rapprochements entre pornographie et prostitution, puisqu'en fait, ce qu'on constate, c'est que quand en droit international, les nombreux rapports sur la traite, donc des Nations Unies, du Conseil de l'Europe qui concerne le monde occidental, sont focalisés sur l'exploitation sexuelle et sur la prostitution, et ne parlent pas du tout de pornographie. Alors qu'en fait, bon, déjà, même étymologiquement, la pornographie, ça vient de porner, prostituée. Et il y a beaucoup de points communs entre les deux pratiques, qui, déjà, dans la nature elle-même de l'activité, qui est louer son corps, en fait, pour le plaisir d'autrui. Et il y a même des activités intermédiaires qui sont difficiles à classer entre prostitution et pornographie. Donc voilà, sans donner de détails forcément. Il y a une rémunération pour une activité sexuelle. C'est ça, oui. Et puis il y a même des personnes qui se disent actrices pornographiques, comme les camgirls, mais qui en fait se prostituent de manière virtuelle devant un écran avec un client en fait qui les regarde, donc sans qu'il y ait de relation, mais c'est plutôt assimilable à de la prostitution. Mais donc du coup, effectivement, la pornographie, dans la réflexion juridique et politique sur la traite, c'est un peu la grande oubliée, alors qu'en fait, quand on lit les témoignages d'acteurs pornographiques, je dis acteurs, en fait, la pornographie, elle a gagné toute la bataille de l'image, parce qu'elle se dit un genre cinématographique. La prostitution, en fait, ça... Dans la tête des gens, ça paraît quand même assez sale, moralement mauvais, alors que la pornographie, c'est vraiment vu comme un genre cinématographique avec des acteurs, et donc qui ne seraient pas des victimes. Alors qu'en fait, quand on regarde les nombreux témoignages qui existent sur Internet, qui sont diffusés par des associations comme le Mouvement du Nid, qui fait un très bon travail de terrain, en fait, on se rend compte que de nombreuses actrices pornographiques ont en fait été... l'objet d'un abus de leur vulnérabilité, ont été recrutés et sont exploités sexuellement. Donc ça rentre vraiment dans le cadre de la... C'est généralement pas un rêve de petite fille qui s'est concrétisé, mais c'est plus d'accord le consentement. Alors justement, à propos d'entreprises pornographiques, l'entreprise numéro 1 de pornographie en France a publié et a promu récemment une charte déontologique de la production X. Alors, je pense que c'est important de le citer, puisqu'il émane du secteur même de la pornographie, de l'entreprise numéro 1, qui semble reconnaître quand même qu'il y a des problèmes déontologiques dans le métier, et qui veut prendre des engagements pour que ça aille mieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il retourne avec cette charte et ce qu'il faut en penser ? Bon, déjà, elle est assez amusante à lire, puisqu'en fait, il y a des principes comme la sauvegarde de l'intimité des acteurs qui sont répétés, alors qu'en fait la pornographie elle-même par nature en fait ne permet pas d'être compatible avec l'intimité des acteurs, puisque le but du producteur c'est de violer cette intimité et de la diffuser la plus largement possible et d'en tirer profit. Donc il y a des principes comme ça qui sont un peu ridicules. Il y a aussi le principe de dignité qui est cité un peu à tort et à travers, et surtout le principe sur lequel cette charte incite, c'est le principe de consentement. Donc,
en disant que les acteurs doivent consentir aux actes sexuels qu'ils pratiquent. Mais en fait, en droit international, sur le sujet de la traite, et en droit français c'est pareil, cela ne change rien au fait qu'il y ait traite ou non en fait. S'il y a traite, le fait que la personne qui est exploitée consent à son exploitation, en fait, on n'en tire aucune valeur. Ce consentement n'a vraiment aucune valeur. Et en plus de cela, comme le disent certaines féministes à juste titre, cette vision, l'approche qu'il y a dans cette charte du consentement est vraiment douteuse, puisqu'en fait, on consent à l'avance à tout un tas d'actes sexuels, et en fait, si on change d'avis, vu que ça a été signé dans un contrat, vu qu'on a signé dans un contrat, en fait, le producteur peut même nous attaquer si on ne pratique pas ces actes sexuels. Donc c'est une vision du consentement qui montre bien le problème de la pornographie, qui en fait on ne devrait pas faire du corps humain l'objet d'un contrat en fait. Mmh. Ah oui, là vous touchez du doigt les deux notions de droit que je voulais qu'on aborde encore aujourd'hui, celle du consentement et celle de l'indisponibilité du corps humain. Alors le consentement, c'est intéressant aujourd'hui parce que c'est vraiment le mot, le concept qu'on utilise pour justifier ou pour décider de l'acceptabilité d'une mesure en fait, que ce soit l'euthanasie qui est un thème aujourd'hui, si la personne est d'accord, c'est acceptable, le consentement, que la gestation pour autrui, on peut multiplier les exemples. Et aussi l'indisponibilité du corps humain, le fait qu'en principe, en droit français, on ne puisse pas justement faire de son corps du commerce. Voilà, c'est l'indisponibilité, si c'est bien ça le concept. Vous pourriez le rappeler aux auditeurs, l'indisponibilité du corps humain, et ce que vous avez dit sur le consentement ? Oui, alors c'est bien ça, la définition de l'indisponibilité, c'est justement que le corps humain n'est pas une chose et qu'elle ne doit pas être l'objet d'un contrat. Mais bon, il y a de nombreuses exceptions, malheureusement, aujourd'hui, qu'on a tolérées. La pornographie n'est qu'une exception parmi d'autres. Donc je ne sais pas si c'est tellement sur cette notion qu'il faut s'appuyer. Après, il y a aussi la notion de dignité de la personne humaine qui est importante, puisqu'en fait, c'est du bon sens, quand une personne fait un acte qui est objectivement contraire à sa dignité, donc qui la dégrade, en fait, la société a le devoir de l'empêcher de faire cet acte. Si une personne de notre entourage souhaite se suicider, même si elle dit « j'y consens, c'est mon souhait », en fait, on l'empêche de se suicider. En fait, tout le monde réfléchit comme ça. Et en fait, en droit, cette réflexion a aussi un intérêt, puisque, pour prendre un exemple d'un arrêt qui est connu par tous les étudiants de droit français, l'arrêt de 95 du Conseil d'État qui en fait a validé l'interdiction du lancer de nains, puisque en fait un maire avait interdit le lancer de nains, donc une pratique un spectacle qui était dans des bars et discothèques, et le Conseil d'État a validé cette interdiction alors que les nains étaient consentants. Les nains en fait c'était leur travail, ils souhaitaient continuer ce travail. Un peu comme ceux qui se disent aujourd'hui travailleurs du sexe, ils considèrent que c'est leur travail, qu'ils sont consentants et donc qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, le Conseil d'État a considéré que cette pratique pouvait être interdite en invoquant la dignité de la personne humaine, donc la dignité du nain. Bon voilà, pourtant, c'est pas... quand on regarde le lancer de nain ou la pornographie, on a tendance à se dire que la pornographie est sûrement pire pour la dignité des personnes, mais en tout cas, pour le lancer de nain, on a considéré qu'un nain, même consentant, ne devait pas faire l'objet d'un tel spectacle pour sa dignité. Donc en fait, ce principe, on doit aussi l'appliquer à d'autres activités qui sont contraires à la dignité de la personne humaine. En fait, une personne qui se dégrade en se prostituant ou en étant acteur pornographique, surtout quand d'autres personnes en tirent profit, en fait, l'État a vraiment le devoir pour la société de protéger cette personne, de protéger sa dignité et de protéger aussi la morale. C'est vrai qu'il est presque paradoxal aujourd'hui cet arrêt. Il nous reste juste une minute, mais donc le lancer de nain, c'était lancer un homme consentant sur un tapis dans des bars pour rire, et le Conseil d'État a considéré que c'était contraire à sa dignité. Mais là, pour la pornographie, le Conseil d'État n'a pas fait le même raisonnement jusqu'à présent sur le consentement des femmes qu'on interdirait par exemple la prostitution et qui invoqueraient leur consentement. Alors ce principe de dignité de la personne humaine a été assez critiqué, malheureusement il n'a pas été il n'y a pas eu de suite, réinvoqué tellement contre d'autres pratiques, alors qu'en fait
on pourrait multiplier les exemples où justement des personnes consentantes, en fait, on leur fait pratiquer, on leur fait penser que c'est pour leur bien des choses qui sont contraires à leur dignité, elles se dégradent et ensuite elles se réduisent elles-mêmes à cette dégradation et donc elles réduisent leur personne à une chose et en fait on laisse cela passer sous prétexte de consentement alors qu'en fait il y a une notion qui est bien au-dessus qui est justement la dignité. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces réflexions. On reparlera très bientôt dans l'émission du droit en débat de ce sujet parce qu'il y a d'autres aspects en fait en droit autour de la marchandisation de la sexualité et particulièrement sur Internet, la responsabilité des hébergeurs, les moyens techniques pour repérer les cas de pédopornographie, les abus sur mineurs, comment retirer le contenu, etc. et bien plus. Donc revenez nous voir le samedi soir. Très bonne soirée sur RCF Alsace.